Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Si vous nous rejoignez sans tarder, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 3 mai. À Erevan, en Arménie, le sommet de la communauté politique européenne se prépare. Demain, de nombreux dirigeants, dont le prince Albert II, se rendront dans la capitale. Avec nos envoyés spéciaux, nous détaillerons les enjeux de ce rendez-vous. Michel Barnier était en principauté pour une conférence sur le futur de la France et de l'Union européenne. L'ancien Premier ministre français sera notre invité. Une centaine d'enfants de Monaco et d'ailleurs a participé à la Coupe Prince Albert II de taekwondo ce matin. Nous y étions et puis vous la connaissez sûrement, Mona Lou sort son deuxième single. Une de nos équipes a rencontré la jeune monégasque pour l'occasion. Nous ouvrons donc cette édition en Arménie où la 8e réunion de la communauté politique européenne se tiendra demain dans la capitale Erevan. Des centaines de dirigeants européens sont attendus, dont le prince Albert II. Émilie Rousseau, vous êtes sur place avec Sylvain Péroumal. De grands sujets seront abordés lors de ce sommet qui, pour rappel, a été lancé en 2022 par Emmanuel Macron. Oui, le 8e sommet de la communauté politique européenne va réunir une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement ici à Erevan. Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Volodymyr Zelensky et le prince Albert II, ainsi que des leaders européens et des représentants d'institutions internationales. Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, sera également présent en tant qu'invité. Preuve que cet événement se veut inclusif pour renforcer le dialogue politique et faire face aux enjeux actuels. Ce 8e sommet de la communauté politique européenne aura pour thème construire l'avenir, unité et stabilité en Europe dans un pays qui se dit prêt à rejoindre l'Union européenne. Et quel sera, Émilie, le programme du souverain ? Le prince Albert II prendra bien évidemment part aux échanges. Il sera présent à la séance plénière aux côtés des autres chefs d'État et de gouvernement et des leaders politiques. Il participera également à une session consacrée à la coalition européenne contre les drogues et à une table ronde intitulée « Renforcer la connectivité et la sécurité économique dans le contexte de la transition écologique ». La présence du prince souverain à Erevan sera aussi ponctuée par des rencontres bilatérales, l'occasion de consolider les liens avec l'Union européenne et ceux qui partagent ses valeurs. Merci Émilie, nous reviendrons sur ce 8e sommet de la communauté politique européenne en début de semaine. Politique toujours avec notre invité du JT, il s'agit de Michel Barnier. L'ancien Premier ministre français est intervenu lors d'une conférence de la Monaco Méditerranée Fondation. L'actuel député de Paris a notamment évoqué l'influence de l'Union européenne et les enjeux de la prochaine élection présidentielle française en 2027. Entretien mené par Émilie Rousseau. Bonsoir Michel Barnier. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir sur Monaco Info. Vous êtes connu pour votre expertise technique sur les dossiers européens. Vous avez d'ailleurs été négociateur en chef du Brexit. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, l'Union européenne manque encore d'une réelle influence à l'échelle mondiale ? Ça dépend dans quel domaine. L'Union européenne a une histoire assez récente et jeune, 60 ans durant lesquels on a définitivement donner une priorité à l'économie, à la finance, à la technique, parfois à la bureaucratie, pas assez à tout ce qui fait les outils et les instruments d'une puissance politique. Qu'est-ce qui fait une puissance qui fait de l'influence, comme vous le dites ? C'est une monnaie, une économie, une politique étrangère et une défense. On voit bien qu'on n'y est pas encore et tout ce qui se passe autour de nous dans le monde, c'est ce que je suis venu dire ce soir à l'invitation de la Fondation Monaco Méditerranée sur l'Europe et sur la France. C'est tout ce qui se passe autour de nous au Proche-Orient et actuellement en Ukraine avec cette guerre épouvantable que mène M. Poutine. C'est que nous devons nous donner les instruments, les dimensions d'une puissance et d'un acteur global. Voilà ce qui est en cause. Une question de volonté aussi. Et une question d'unité également. Pour vous, c'est vital ? L'unité est assez claire. Quand vous regardez les 15 années passées, on a affronté beaucoup de crises. Depuis la crise financière terrible qui a détruit des millions d'emplois, qui est venue des États-Unis, la crise du Covid, la crise du Brexit que j'ai gérée comme négociateur, plus récemment la crise migratoire venue avec la guerre en Irak et en Syrie, et puis naturellement la guerre d'Ukraine. Toutes ces crises, on les a abordées en défensive, le dos au mur,
Malheureusement, on n'avait pas anticipé, mais on a plutôt bien résisté. Et l'unité a été la clé de cette résistance. Je peux en témoigner notamment pour le Brexit, où ce n'était pas si évident que ça, que les 27 pays parlent d'une seule voix. J'ai eu l'honneur de porter cette voix par rapport aux Anglais. Et il y a un terme que vous défendiez déjà il y a un peu plus de 2 ans ici même à Monaco, c'est le terme de souveraineté et l'identité d'un pays. Est-ce que c'est toujours aussi primordial de conserver cette souveraineté? Oui, je me souviens, et j'ai en mémoire les débats qui ont eu lieu, qui ont toujours lieu entre les autorités monégasques, la principauté et l'Union européenne sur la crainte que certains règlements ou certains contrats ou certains accords avec l'Union européenne fassent perdre des éléments de l'identité d'ici de la principauté. Mais c'est le même souci qu'ont tous les peuples. Moi, je me bats pour une Europe qui soit unie. C'est pas uniforme. L'unité, c'est pas l'uniformité. Et l'unité européenne, pour laquelle je milite depuis que j'ai 15 ou 16 ans, à l'époque derrière le général de Gaulle, c'est une unité qui respecte l'identité nationale, qui respecte la différence, la langue, les traditions, la culture de chaque peuple. On n'est pas là pour être broyé comme dans une purée de marron, disait le général de Gaulle. Eh bien, je crois que l'Europe doit comprendre, à Bruxelles, on doit comprendre qu'il faut respecter les identités nationales tout en construisant un cadre qui nous permette d'agir, de compter, de peser dans le monde. Sinon, on est balayé, on devient sous-traitant ou sous influence des Chinois et des Américains. Et quel est le rôle de la France dans tout ça? Est-ce que la France doit reprendre son destin en main? Est-ce qu'elle doit davantage peser en Europe? D'abord, elle doit peser pour elle-même et régler les problèmes qui sont les siens et que personne n'a créés à notre place. Les 35 heures et ses conséquences en matière de compétitivité, l'endettement de la France qui est gigantesque, 3200 milliards, l'excès de bureaucratie, ça ce sont nos décisions depuis 40 ou 50 ans et personne ne viendra les régler à notre place. En revanche, oui, la France doit participer au destin européen dans lequel se trouve une partie de son propre destin. Pour ça, il faut qu'elle retrouve de l'influence et donc qu'elle réduise sa dette, qu'elle retrouve de la stabilité politique, ce qui n'est plus le cas depuis la dissolution. Voilà les deux clés pour que la France retrouve de l'influence dans le jeu européen. Est-ce que l'élection présidentielle de 2027 devrait clarifier cela? Mais c'est l'occasion, j'espère qu'elle clarifiera. C'est l'occasion, en tout cas, d'une élection qui est la plus importante et qui commande toutes les autres, à condition que le président qui sera élu dispose d'une majorité absolue pour l'accompagner. Donc on en est là. Donc c'est ça qui est le grand débat pour les Français dans les 12 mois qui viennent. Nous évoquions en début d'entretien l'Union européenne. Comment vous voyez l'UE dans 10 ans? Je la vois dans 10 ans, si on tire bien les conséquences de toutes ces crises, de ces agressivités. C'est la première fois depuis 60 ans qu'on a un président russe et un président américain qui veulent détruire l'Union européenne. À nous de ne pas nous laisser détruire. Donc je pense que, pour reprendre ma réponse à une précédente question, que c'est le moment de tirer les leçons de toutes ces crises et de nous doter, en termes de défense, en termes d'alimentation, en termes d'énergie, de tout ce qui nous permet d'être indépendants, d'avoir une Europe indépendante. Et donc capable d'être un acteur global et une puissance politique. Eh bien, merci beaucoup Michel Barnier pour votre analyse. On le rappelle, vous étiez l'invité de la Monaco Méditerranée Foundation et vous donniez une conférence sur le thème « Quel futur pour la France et l'Union européenne ». Merci à vous. Merci à vous. Ouvrons une page sport à présent avec, pour commencer, le retour de la Formule 1 ce week-end. Hier soir s'est déroulée la course sprint du Grand Prix de Miami avec un doublé des McLaren. Lando Norris a devancé son coéquipier Oscar Piastri et c'est la Ferrari de Charles Leclerc qui a terminé en 3e position. Avant les qualifications qui ont suivi cette nuit, Kimi Antonelli s'élancera en pole position ce soir devant Max Verstappen et Charles Leclerc qui complétera le podium de cette grille de départ. Poursuivons avec la victoire de l'AS Monaco FC. Le club de la Principauté se déplaçait à Metz hier soir pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Les hommes de Sébastien Pocognoli se sont imposés 2-1. Ils ont renversé le match grâce à un but d'Ansu Fati dans le temps additionnel. Grâce à cette victoire, l'ASM reprend la 6e place à l'Olympique de Marseille. Fait marquant du match, le retour de Paul Pogba, auteur d'une performance XXL. Une discipline plus discrète dans le paysage médiatique, mais tout aussi passionnante. Une journée de taekwondo pour les enfants de 4 à 12 ans était organisée ce matin
à l'espace Saint-Antoine. 5 clubs venus de Monaco et de l'international ont participé à la Coupe Prince Albert II. Reportage de Gaëtan Lebrun et Alexandra Paolini. Plus de 100 jeunes membres des clubs de Saint-Raphaël, de Gênes et de Suisse étaient présents ce matin sur les tatamis monégasques pour apprendre les fondements du taekwondo en s'amusant et avec toujours dans un coin de la tête l'esprit de compétition. Nous essayons de mettre en place notamment des activités un peu plus ludiques pour que les enfants puissent y participer et s'amuser en même temps. Ça reste quand même au cœur de l'activité pour ce qui est des enfants, c'est continuer à se concentrer et à apprécier ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est un peu le challenge qu'on fait ici. Donc il y a différents ateliers qui peuvent être aussi bien des coups pieds sautés. On a également des ateliers où ils peuvent faire des combats directement sur le tatami, enchaîner des coups pieds, enchaîner des coups de poing. J'ai découvert le taekwondo parce que mon papa il est le président du taekwondo et j'aime bien quand on donne des coups. L'équipe nationale italienne de taekwondo a proposé ensuite une démonstration spectaculaire de taekwondo moderne, mêlant agilité, technique et coordination. Une immense résilience, un travail, quotidien. Il faut vraiment, et ça fait partie de l'esprit du taekwondo, il faut savoir aligner son corps et son esprit parfaitement bien, mais c'est ça que le taekwondo permet de faire et c'est pour ça que c'est une discipline qui est tellement appréciée et encore pratiquée de nos jours. C'est un sport olympique, donc c'est une véritable prouesse qu'ils ont réussi à mettre en place aujourd'hui. Une immense résilience et un immense travail et on a été vraiment tellement ravis de pouvoir les accueillir et de pouvoir avoir l'honneur de les avoir ici avec nous aujourd'hui. Cette journée dédiée au taekwondo était organisée en collaboration avec l'association Les Smileys. Tous les fonds récoltés ont donc été reversés pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. À 22 ans, la monégasque Mona Lou a présenté son nouveau single au cinéma des Beaux-Arts de Monaco hier. Famille et amis étaient réunis pour célébrer l'aboutissement de ce projet artistique porté avec passion depuis plusieurs mois. Marie Bonnet-Blanc sur les images d'Alexandra Paolini. I Know. C'est le titre de cette nouvelle chanson aux sonorités douces et entraînantes. Après plus de 4 mois de travail, le morceau voit enfin le jour. Une étape importante et une véritable fierté pour celle qui se produit sous le nom de scène Mona Lou. Ça parle du sentiment amoureux, de la vulnérabilité qui vient avec ce dernier. Voilà, ça exprime aussi un peu la nostalgie du calme d'un moment suspendu. Voilà, c'est une chanson d'amour. Ça nous tenait à cœur de sortir cette chanson toute seule parce que pour nous elle avait une identité très forte, donc avec un clip à elle-même et puis aussi d'annoncer aux gens avec ses produits dérivés, avec cet événement que c'était vraiment un projet sérieux. Un projet mené en famille, à ses côtés son grand frère. Impliqué à chaque étape, il signe notamment la réalisation du clip, conçu de manière artisanale sans aucun recours à l'intelligence artificielle. Je pense qu'on va avoir affaire à des artisans du digital bientôt et moi c'est un peu ce que je vise à être, c'est-à-dire comme acheter un vêtement fait à la main en Italie, finalement c'est de faire une vidéo qui est faite entièrement par un humain à travers des logiciels 3D et voilà, montage traditionnel comme on aurait pu faire avant quoi. Et l'aventure ne fait que commencer. L'artiste travaille déjà sur un projet de clip plus ambitieux, mêlant plusieurs univers musicaux avec au cœur l'amour de la musique. Sur des sonorités plus électro, le public était en folie hier soir au Grimaldi Forum. L'électro Spring Party a vu se produire derrière les platines Feder, Nathalie Duchesne et le DJ monégasque Balou. Le sujet est signé Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. Hier soir, le Grimaldi Forum a vibré au rythme de l'électro. Près de 500 personnes se sont réunies pour une soirée avec en tête d'affiche Feder. Dès 22h, la DJ belge Nathalie Duchesne a ouvert la soirée avec un set mêlant disco et techno devant un public conquis. À la base, moi j'ai fait des études de droit, après de journalisme, et puis en fait je suis tombée un petit peu dans la... Enfin, j'ai toujours évidemment été passionnée de musique, mais j'ai commencé à mixer un petit peu par hasard, parce que j'avais des potes qui mixaient.
et j'y ai directement pris goût. Moi, à la maison, on écoutait du Kraftwerk, aussi bien du Kraftwerk que du Barbara. Mais c'est vrai que mon premier choc électronique, je pense que c'était Kraftwerk. C'était une musique assez froide. C'est pour ça peut-être aussi que j'ai commencé par produire de la techno. Et puis je pense aussi que la Belgique est aussi réputée pour sa musique électronique plutôt axée techno. Franchement, c'était génial. Mais non, je trouve que le public était assez réceptif. C'était vraiment chouette. Avant l'arrivée, très attendue de Feder, qui a transformé la salle en véritable dance floor géant. L'événement s'est prolongé jusqu'à 3h du matin avec l'after assuré par le local DJ Balou. Par mes influences musicales, je me suis mis au mix. Donc au début, je suis musicien, puis je me suis mis au mix très tôt, vers l'âge de 13 ans. J'ai commencé par le hip-hop parce que c'était la musique que j'écoutais, donc DJ un petit peu technique, scratcher, etc. C'est comme ça que je suis rentré dans le DJing. Et ensuite, après je me suis tourné plus vers la musique électronique, le mix, etc. Et puis voilà, ça m'a suivi jusqu'à maintenant. Et en plus, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de jouer à domicile avec les gens qu'on connaît, et voilà, pouvoir échanger, pouvoir aussi un petit peu aussi me faire découvrir, bien sûr. Mais avant tout, c'est le fun. Une soirée réussie qui confirme le succès des événements électro à Monaco. C'est l'une des artistes les plus influentes de sa génération. La Panaméenne Olga Sinclair expose en ce moment ses œuvres à la Camille Art Gallery dans le quartier du Larvoto. Une femme talentueuse et engagée auprès des plus jeunes que Christine Petit-Homel et Marie-Ève Béé ont pu rencontrer. L'exposition intitulée Dualidad Cara a Cara explore la dualité entre passé et présent à travers une sélection d'œuvres anciennes et récentes. Lors de notre visite, nous avons pu rencontrer l'artiste panaméenne Olga Sinclair qui nous confiait avoir récemment opéré un tournant vers l'art abstrait, des toiles vibrantes traversées par la couleur et une énergie presque instinctive, reflet de son monde intérieur en pleine transformation et de ses racines. You can see the energy, the power, the color, which is very strong. But I think it's my temper also because I am tropic. I am from Panama, tropical weather. And the beauty of it is that also in our community in Panama, we have blood from everywhere. My grandfather was Scottish, building the Canal of Panama. My grandmother was native. So all these myths of bloods make you a bomb. Olga Sinclair est également revenue sur son engagement à travers sa fondation dédiée à la transmission de l'art aux plus jeunes. Depuis sa création, ce sont des milliers d'enfants à travers le monde qui ont pu participer à des ateliers et à des projets éducatifs, une démarche qu'elle considère comme l'un de ses plus grands accomplissements. Foundation for me is a legacy that I gave to Panama as I inherited from my father this talent to be an artist. I asked myself long time ago, how many children in Panama and in the world have even more talent than me and nobody discovered? In my way, my father discovered me, but in their case, nobody. So I already have painted with more than 175,000 kids in 22 cities around the world, and I have the Guinness World Record with 5,084 kids. And that is really something that touched my heart, because now in Panama, all the kids in the schools and everywhere, when they are stressed or the weather is changing or whatever, they want to paint and they feel like a free spirit to express what they are feeling now in that moment. Un parcours artistique riche, une nouvelle exploration de l'abstraction et un engagement fort auprès de la jeune génération. Olga Sinclair signe à Monaco une exposition vibrante entre émotion, transmission et énergie créative. Et peut-être qu'un jour, nous aurons la chance, nous aussi, de voir nos enfants peindre aux côtés de l'artiste ici, en Principauté. Du 7e art avant de clore cette édition, mercredi, l'Institut audiovisuel de Monaco proposera une projection pas comme les autres, un ciné-concert du film Chantage en partenariat avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à la salle Garnier. Ce long métrage réalisé par le maître du suspense Alfred Hitchcock témoigne d'une période de transition technique majeure dans le cinéma. C'est ce qu'explique Vincent Vatrican à Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir.
Bonsoir Fabien. Nous parlons d'un film d'Alfred Hitchcock de 1929, Chantage, et c'est un ciné-concert. Oui, le film sera donné en concert, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avec à la baguette Frank Strobel, qui est un habitué de ce genre d'exercice et que nous aimons beaucoup, qui est sans doute un des experts en la matière. Donc c'est lui qui conduira l'orchestre pour accompagner ce film d'Hitchcock qui est... Oui. Voilà, c'est ça, qui est un film... Enfin, vous projetez la version muette, mais qui est le premier film parlant britannique. Ça, il faut expliquer peut-être. Ben oui. Alors, déjà, c'est le 12e film d'Hitchcock. Ouais. Oui, parce qu'on l'oublie, mais il a fait beaucoup de films muets avant. Il est anglais, Alfred Hitchcock. Donc, il a commencé sa carrière en Angleterre. C'est important de le dire, puisque c'est un maître du cinéma muet. Et donc, d'une mise en scène qui ne fait pas appel à la parole et qui doit donc trouver d'autres moyens pour s'exprimer, si j'ose dire. Alors, le film a été tourné en muet. C'est ça. Mais, avant la fin du tournage... Le producteur lui fait un cadeau. Un cadeau, ou en tout cas, les producteurs ont compris que le cinéma allait basculer dans le parlant et qu'il fallait l'anticiper, sinon le film n'allait avoir aucun succès, puisqu'il allait sortir en muet, alors que tous les suivants et ceux des concurrents seraient parlants. Donc, le film, en grande partie, est retourné en version parlante. C'est ça, parce que vous avez le premier film parlant britannique et vous décidez de le mettre muet. C'est ça. Mais ma foi, comme je l'expliquais, c'est un effet de circonstance de le rendre parlant pour qu'en effet il puisse être exploité. Mais le film a été entièrement conçu au départ en muet. Un mot sur l'histoire peut-être ? Je préfère ne rien dire de l'histoire parce que c'est un film policier. Alors, on est dans du pur Alfred Hitchcock. Il y a un meurtre, il y a une accusée à tort, transfert de culpabilité, rédemption, tout y est. Je reviens à 1929, un cinéma qui est proche finalement du néo-réalisme, c'est-à-dire, j'enlève la partie policière de l'intrigue, il aime à décrire avec une caméra extrêmement mobile déjà, des plans très courts, un grand sens du découpage, on est toujours à la limite de quelque chose de la prouesse, voilà, de la prouesse technique. Donc en cela, le film est aussi marqué au sceau du cinéma d'Hitchcock. Dernière question, qu'est-ce qui fait le charme ou l'intérêt de ce film ? Alors déjà, de venir voir un film muet avec l'orchestre, c'est toujours une expérience saisissante. Après, je dirais la modernité du cinéma d'Hitchcock. On est quand même en 29, lui a fait 12 films. Pour les gens qui découvrent le cinéma aujourd'hui, on parle de la préhistoire, c'est un cinéma fluide, vivant. Enfin, on pourrait lui trouver des adjectifs qu'on donnerait ou même qu'on aurait du mal à donner à des films qui sortent aujourd'hui sur les écrans, qui n'ont pas grand-chose à dire,
où la mise en scène, on préfère louer des drones pour faire des plans aériens. Enfin, là, on est dans l'efficacité, dans l'histoire, dans effectivement la complexité voilà, du péché, de la morale, toutes choses qui ont agité le cinéma et qui font que Hitchcock est un cinéaste incontournable. Et donc, allons voir Chantage. Merci Vincent. Merci Fabien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous invitons à écouter ou réécouter demain le podcast d'Arnaud Alessandria. Le skieur monégasque est passé par le micro de Geneviève Berthy avant de reprendre le chemin de l'entraînement. La météo arrive, elle vous sera présentée par Marie Bonnet-Blanc. Ce lundi, c'est Théo Schumer qui prendra les commandes de votre 19h. Passez une excellente soirée sur Monaco Info et bonne reprise. Bonsoir à tous, demain c'est un début de semaine pluvieux qui s'annonce avec quelques averses dans la journée. Côté température, il fera 13 degrés le matin et jusqu'à 16 degrés dans l'après-midi. En ce 4 mai, ce sera la journée mondiale de Star Wars. Et oui, l'occasion pour les fans de se retrouver autour de cette passion commune. Nous souhaiterons également une très belle fête à tous les Sylvains.